Bonjour, chers adhérents de l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre. Vous allez avoir la vidéo numéro 13 du cours de philosophie grecque qui porte depuis quelque temps sur les soufistes et nous avons commencé récemment l'examen du sophiste Antiphon. Lors de la vidéo précédente, je vous ai parlé de sa vie. C'est un homme du 5e siècle. Nous avons vu que éventuellement, il y avait 3 ou 4 Antiphons, un poète, un philosophe, un homme politique, que la question a été étudiée à fond et qu'il est impossible de décider s'il y en a plusieurs ou s'il y en a un seul. Cela, au fond, est secondaire. Ce qui nous intéresse, c'est que sous le nom d'Antiphon, il nous est parvenu un certain nombre d'écrits essentiellement fragmentaires, comme ce qui est le cas pour tous les présocratiques. Et donc, en ayant terminé avec l'étude de sa vie et les témoignages sur sa vie, nous passons maintenant à l'étude de sa pensée. Vous avez sous les yeux, je vous ai envoyé les documents que nous allons étudier. Et donc, je vous affiche d'abord le plan pour que vous voyez où nous allons. Donc, la vie, c'est fait. Nous passons au grand 2, la pensée. Et vous voyez que j'ai mis des textes de 1 à 16, autrement dit, j'en ai choisi 16, qui portent, comme vous le voyez, sur des sujets très variés. Par exemple, nous allons voir aujourd'hui un texte sur la pensée et la santé ou la maladie, etc. Nous allons tâcher d'en voir 4 ou 5. Donc, ce sont des sujets très variés. Vous me direz, cela ne fait pas une doctrine. C'est évident puisque nous n'avons pas les œuvres complètes du personnage. Et donc, le premier texte que nous allons utiliser, pardon, là c'était la vie, donc voici les textes sur la pensée que vous avez et que je vais donc étudier successivement. Je pense que là, vous voyez suffisamment. Si vous n'avez pas absolument le texte, ce n'est pas nécessaire puisque vous pourrez le lire ici. Voilà, donc je lis donc le premier. Vous remarquez que les sources sont diverses, je ne les commenterai pas, c'est normal quand on a affaire à des philosophes dont l'œuvre est disparue, donc on les a par des citations d'un tel ou d'un tel, très variées. Donc, premier texte très bref qui a son intérêt, je lis. Pour tous les hommes, la pensée conduit le corps vers la santé et la maladie, ainsi que vers tout le reste. Alors, c'est cité par un médecin célèbre Galien, dont l'œuvre est immense, mais Galien, en réalité, cite ici une pensée d'Antiphon. Pour tous les hommes, la pensée conduit le corps. Je vous le donne en grec. La pensée hegnome conduit hegeitai, le corps tout somatos. Cette expression est très forte. D'abord, hegnome, c'est la pensée non seulement en tant que telle, mais en tant qu'aboutissant à une décision, pas la pure pensée intellectuelle, à la fois pensée, réflexion et décision. On dirait aujourd'hui le mental. Conduit le corps, conduit, traduit hegeitai, qui veut dire non seulement être à la tête d'eux, mais avoir le rôle de chef. Donc la pensée, elle est le chef du corps et elle peut le conduire soit vers la santé, soit vers la maladie. Vous voyez que cette phrase apparemment anodine est très forte. On peut même dire qu'elle correspond à un thème très fréquent aujourd'hui. On ne cesse de tous côtés de nous répéter que la pensée n'est pas, pardon, que la santé ou la maladie
ne sont pas seulement des considérations purement biologiques, que notre pensée, notre mental a une influence déterminante et sur notre santé et sur notre maladie. Bon, ainsi que vers tout le reste, je dirais que c'est secondaire, on peut imaginer tout ce qu'on veut derrière. Mais ce qui est important, donc notre gnomé, notre réflexion avec notre décision. C'est-à-dire que si j'ai par exemple des pensées positives, si j'envisage l'ensemble des choses de façon positive, si je ne me soucie pas trop de tel ou tel petit mal qui m'arrive, bon, ainsi de suite. Vous voyez où l'on va, hein. Donc, notre pensée avec sa réflexion et sa décision, elle a une influence déterminante, conduit Hegaitai, sur notre santé physique et sur notre maladie physique. Et bien sûr, morale aussi. Vous voyez que cette petite phrase est très riche et éminemment actuelle. Passons à la seconde qui est un petit peu plus difficile. Elle est tirée d'Aristote, donc un livre d'Aristote sur la physique, c'est-à-dire sur la nature, mais enfin, elle est accessible. Je vous la lis d'abord, et il y a un mot grec sur lequel j'attire votre attention, ici, arutmistos, qui est le cœur de la phrase. Certains pensent que la nature est la substance des choses, qui sont par nature, et ce qui est d'abord présent en chaque chose, sans posséder par soi de configuration. Configuration, c'est le mot grec arutmistos. Par exemple, je commente un petit peu avant et c'est l'exemple qui va tout éclairer. La nature du lit est le bois et celle de la statue, le bronze. Antiphon dit qu'un signe, donc de cela, en est que si l'on enterrait un lit et que la pourriture acquérait le pouvoir d'émettre une pousse, il n'en sortirait pas un lit, mais du bois. Vous voyez que l'exemple choisi, qui peut paraître presque stupide, mais en réalité est très éclairant. Donc commençons par la fin. Mettez en terre un lit en bois. Supposons que cela puisse pousser. Vous mettez quelque chose en terre, il va éventuellement pousser quelque chose. Eh bien, ce qui en surgira, évidemment, ça ne sera pas le lit, ça sera du bois, sous une forme ou une autre. On pourrait faire le même raisonnement avec le bronze, bon, sauf que on aurait du mal qu'il surgirait du bronze. Mais enfin, voilà. Donc, j'enterre un lit, je suis certain qu'il ne va pas en pousser un lit. Et nous pouvons maintenant donc revenir à l'expression abstraite de la chose. Donc, le mot important, c'est arutmistos, la configuration. Je ne vais pas trop m'étendre sur l'étymologie, mais ce qui est arutmistos, avec, vous voyez, un alpha négatif, privatif, comme on dit, donc c'est ce qui n'est pas rutmistos, donc c'est ce qui n'a pas droit à une forme, ce qui ne se réduit pas à quelque chose d'organisé. Et donc, le arutmistos traduit sans posséder par soi-même de configuration. À partir de là, le début se comprend mieux. Donc, certains pensent que la nature est la substance des choses, qui sont par nature, donc avant de devenir, si vous voulez, quoi que ce soit, un table, une statue, etc., une construction. Donc, nature et substance des choses, c'est ce qui est d'abord présent en chaque chose, sans posséder par soi de configuration. La nature et la substance vont me donner du bois. À partir de ce bois, je vais pouvoir faire, mettons, une table, n'importe quel objet. À ce moment-là, je donne à cette nature, à cette substance, je lui donne une configuration, mais aussi longtemps que je n'ai pas donné de configuration, eh bien, je me retrouve avec ma nature et ma substance qui, en l'occurrence, est du bois. Je reviens là-dessus, je crois que c'est un petit peu plus clair maintenant. Donc, la substance initiale, le bois,
n'importe quoi, la pierre, que sais-je, tous les produits chimiques, si vous voulez, qui sont naturels. Cette substance initiale, évidemment, elle est indéterminée. Le bois, il va se présenter, vous me direz, déterminé sous la forme d'un arbre, il peut se présenter sous d'autres formes aussi. Et de même pour tout ce qui est végétal ou tout ce qui est minéral, c'est indéterminé. Et donc, si je prends, mettons, du minéral, de la pierre, le sculpteur arrive, va lui donner une configuration, mais sa nature initiale, évidemment, c'était du minéral. Voilà, donc ce qui est intéressant là, il faut aller un petit peu plus loin. Vous avez là une opposition entre ce qui est nature, ce qui est, qu'on désigne en grec soit par deux mots, physis, ou encore ousia, la substance naturelle, et à l'opposé, vous avez techné, lorsque la technique des hommes intervient, ou nomos, je dirais, lorsque la technique intellectuelle des hommes intervient. Donc nous retrouvons là une opposition classique et aimée des sophistes entre nature, si vous voulez, et, pour raccourcir un peu, artifice, intervention de l'homme, de façon matérielle ou d'une autre façon. Passons au texte suivant, numéro 3. Antiphon, un autre orateur à ce qu'on pense, peu importe, passons par-dessus. Antiphon, qui abolit la providence dans ses livres intitulés Vérité. Cette courte citation nous apprend deux choses, que Antiphon avait écrit des ouvrages, on devine en plusieurs volumes, ces livres, intitulés Vérité. Je vous rappelle au passage que pratiquement tous les philosophes et tous les sophistes se sont souciés d'écrire des ouvrages sur la nature et aussi sur la vérité. Donc on apprend cela, donc nous avons une confirmation qu'il a écrit ce genre d'ouvrage, et évidemment le plus intéressant, c'est qu'on nous dit là que dans cet ouvrage, il abolissait, il récusait la providence. La providence en grec, c'est pronoia. Très intéressant. Il faut voir d'abord l'auteur de cette citation. C'est Origène. Et donc, cet Origène est un chrétien qui est à cheval sur le 2e et 3e siècle de notre ère. Bon, en gros, l'essentiel de sa vie, elle est du début du 3e siècle. Il a écrit un ouvrage contre Cels. Cels est un païen donc, qui lui est un peu antérieur. Et donc, Origène chrétien fait des apologies de la religion chrétienne. Il est connu, entre autres, pour ça, dont un fervent apologiste. Et donc, dans cet ouvrage contre Cels, il s'en prend, entre autres, à Antiphon, que devait louer Cels, qui supprimait la providence. Alors, nous avons là quelque chose d'intéressant, parce que vous voyez que Origène est du 3e siècle de notre ère. À cette époque-là, donc, il nous dit que Antiphon, qui a vécu au 5e siècle avant notre ère, on l'a vu, aurait supprimé dans son ouvrage la providence. C'est très intéressant, certes, mais c'est en même temps surprenant, mais enfin, il n'y a pas de raison de le récuser. Pourquoi surprenant? Parce qu'au 5e siècle, l'idée de providence, elle est pratiquement inconnue de la réflexion grecque. Ce sont les stoïciens. Le stoïcisme a été fondé en 301 avant notre ère, donc vous voyez en gros 2 siècles plus tard. Ce sont les stoïciens qui mettront à la mode, en exergue, la fameuse idée de providence. Donc c'est un peu surprenant du point de vue chronologie, mais enfin, pourquoi pas? Pourquoi l'idée de providence n'aurait-elle pas commencé à flotter en l'air dans le monde grec et à avoir été rejetée par Antiphon? Alors, providence, évidemment, dans notre tête, cela a une coloration chrétienne parce que dans le christianisme écrit par les Grecs,
bon, en latin, nous avons providentia, en grec pronoia, donc c'est le mot pronoia qui a été en quelque sorte, bien sûr, christianisé. Mais ici, il s'agit, vous voyez, on pourrait dire, d'une vague divinité, ce que sera pour la providence pour les stoïciens, qui gouverne toute chose. Passons à la suivante. La citation, vous voyez, est très courte et elle est très intéressante. Antiphon et Critolaos. Bon, ne nous occupons pas de Critolaos. Donc, tous les deux disent « Le temps est pensée ou mesure, il n'est pas substance ». Petite citation passionnante qui mériterait, je dirais, des développements infinis. Vous allez voir, après l'avoir expliqué un tout petit peu, cela va nous entraîner très loin. Donc, Antiphon nous dit « Le temps est pensée ». Pensée, c'est noéma, racine noein, pensée. Et il est ou pensée ou mesure. Mesure, c'est un mot qu'on a vu souvent, métron. Donc, il est pensée noéma, ou bien il est mesure métron, mais en tout cas, il n'est pas substance, c'est-à-dire il n'a pas d'existence. Voilà qui est très intéressant. Et je me reporte, je vais vous lire un petit passage d'Aristote qui va bien vous poser le problème du temps et illustrer cette pensée, donc cette affirmation d'Antiphon, le temps n'est pas substance, autrement dit, n'existe pas. Dans la physique, livre 4, Aristote consacre de longues pages à l'étude du problème du temps. Je lis simplement le début sur les difficultés relatives à l'existence du temps. Est-ce que le temps existe ou pas? Voici ce que dit Aristote. Que d'abord, le temps n'existe absolument pas, ou bien n'a qu'une existence imparfaite et obscure, on peut le supposer d'après ce qui suit. Pour une part, il a été et n'est plus. Pour l'autre, il va être et n'est pas encore. C'est là ce dont se compose effectivement le temps, composé de ce qui a été et n'est plus, et de ce qui n'est pas encore. Or, ce qui est composé de non-être semble ne pouvoir pas participer à la substance. Vous retrouvez le mot substance, c'est-à-dire réalité existentielle. En outre, l'existence de toute chose divisible en tant que telle entraîne nécessairement l'existence de toutes ou de quelques-unes de ces parties. Or, les parties du temps sont les unes passées, les autres futures, aucune n'existe donc, et le temps est pourtant une chose divisible. Donc, retenons l'essentiel qui est absolument clair. Quand je réfléchis au temps, je me tourne vers le passé. Les choses passées, évidemment, ne sont plus, donc ne sont pas. Ou je me tourne vers le futur. Les choses futures, par définition, ne sont pas. Elles ne sont pas là. Elles sont à venir. Après, vous me direz, je peux me tourner vers le présent. Mais réfléchissons au présent. Qu'est-ce que le présent? Le présent n'est pas quelque chose que je peux saisir. Vous pouvez le diviser indéfiniment. Il n'y a pas un moment où le temps s'arrête pour être du présent. Donc, voyez, ce dont se compose le temps, c'est soit du passé qui n'est plus, soit du futur qui n'est pas encore. Autrement dit, il est composé de choses qui ne sont pas. Et comme le dit très bien Aristote, ce composé, quand vous avez un composé, eh bien, le composé, il vous rassemble toutes les parties qui le composent,
et au minimum quelques-unes des parties. Mais comment voulez-vous rassembler des choses, rassembler en une existence des parties du passé qui n'existent pas et des parties du futur qui n'existent pas? Et donc, laissons Aristote, vous voyez qu'il a parfaitement posé le problème du temps. Et donc, maintenant, revenons, il est pensé ou mesure, prenons mesure. J'ai ma montre devant moi. Ah oui, ma montre me mesure le temps. Je vais parler pendant X minutes. Voilà, nous sommes capables de le mesurer. Évidemment, nous sommes capables de le penser. Dans notre pensée, il existe. Mais il n'existe pas en tant que substance, en tant que réalité. Vous voyez que cette petite phrase pose un problème sur lequel les philosophes ont écrit et écriront encore des centaines de pages. Il est très difficile de savoir ce qu'est le temps et en même temps, je penserais volontiers que c'est une question sur laquelle il est intéressant de se pencher à la suite, entre autres, d'Aristote, vous voyez, et d'Antiphon, qui, évidemment, a précédé Aristote. Aristote est environ d'un siècle postérieur. Voilà pour cette petite phrase qui avait l'air innocente. Passons maintenant au texte 5 sur la concorde. Bon, je laisse de côté ce que vous avez en haut, simplement, c'est pour vous indiquer, ouais, ça a été découpé artificiellement, 66A, B, C, A, B, le C, vous l'avez à droite, donc le A, le B et le C viennent de ce Philostrate qui a écrit Une vie des sophistes. Voilà, donc ce sont 3 extraits de la vie des sophistes et 3 extraits, évidemment, qui reproduisent la pensée d'Antiphon. Je vous dis de suite que la concorde se dit en grec homonoia. J'ouvre une petite parenthèse. Ceux qui sont allés à Athènes doivent bien connaître les 2 places principales de la ville d'Athènes. Il y a la place qui est devant le Parlement et il y a l'autre grande place, environ 1 kilomètre, 2 kilomètres plus loin, qu'on appelle en français Omonia. Omonia, c'est la prononciation de homonoia. Autrement dit, cette place Omonia, c'est la place de la Concorde d'Athènes. Voilà notre mot grec ici. Alors, je lis d'abord le 66a. Nombreux sont ces discours judiciaires, ceux d'Antiphon, dans lesquels se rencontre le talent oratoire et tout ce qui provient de l'art. Les autres sont sophistiques, mais le plus sophistique est le discours sur la Concorde, dans lequel il y a des sentences brillantes et philosophiques, un style austère et orné de mots poétiques, ainsi qu'un mode d'expression ample, presque semblable aux surfaces unies des plaines. Donc, ce 66A, vous voyez, caractérise certains discours d'Antiphon. Si vous vous reportez au cours précédent, je vous avais dit qu'on connaît de lui, cela forme d'ailleurs, je crois, l'objet de tout un budget, des discours judiciaires. Il en avait composé pas mal. Donc, ils sont nombreux, nous dit-on ici, où on voit son talent oratoire, etc. Et puis, hors ces discours judiciaires, il a les discours sophistiques qui sont, vous voyez, caractérisés par des sentences brillantes, philosophiques. Le brillant philosophique n'empêche pas qu'il y ait un style austère, qu'il y ait des mots poétiques et un mode d'expression ample, etc. Donc, cela nous renseigne sur le style d'Antiphon. À partir de 66b, nous avons donc ce qu'il dit sur la concorde. Mais bien certainement, la concorde semble être, pour les citer, le plus grand bien. Et souvent, les conseils des anciens et les hommes les plus illustres y exhortent les citoyens à s'accorder. Partout en Grèce également, une loi prescrit que les citoyens promettent par serment de vivre dans la concorde. Et partout, ils font ce serment. Mais je pense, moi, qu'il en est ainsi
non pour que les citoyens élisent les mêmes chœurs ou qu'ils louent les mêmes aulettes ou qu'ils préfèrent les mêmes poètes ou qu'ils prennent plaisir aux mêmes choses, mais afin qu'ils obéissent aux lois. Lorsque les citoyens respectent ces dernières, les cités deviennent très fortes et très prospères, mais sans concorde, une cité ne saurait être bien gouvernée, ni une maison bien administrée. Je reviens sur 2 ou 3 explications et 2 ou 3 idées. Donc, le début, la concorde, c'est pour les cités le plus grand bien, etc. Ensuite, une idée intéressante sur laquelle je reviendrai, partout en Grèce, les citoyens promettent par serment de vivre la concorde. Deuxième idée. Et ce qui nous dit ensuite que ce serment que prêtent les Grecs sur la concorde, ce n'est pas une concorde, nous dit Antiphon, qui va porter sur l'élection des chœurs. Nous pensons là aux représentations tragiques et chorales dans le théâtre de Dionysos. Je vous rappelle que les tragédies, par exemple, se présentent sous forme de concours et que c'est le peuple qui désigne la tragédie victorieuse. Dans le même ordre d'idées, ou qui louent les mêmes aulettes. Aulettes, on l'a déjà vu, ce sont les joueurs de holos, de ces instruments avant. Donc, de même, la concorde ne va pas porter sur le fait que je vais préférer telle aulette à telle autre aulette. Idem, elle ne va pas porter sur le fait que je vais déclarer tel poète vainqueur d'une tragédie ou une comédie. Idem, ou qu'ils prennent plaisir aux mêmes choses. Donc, la concorde ne porte pas, je dirais, sur ces choses, appelons-les mineures, par rapport à l'essentiel qui est les lois. Voilà, donc, il nous dit, quand on parle de concorde, il s'agit d'être d'accord, d'être d'un même cœur, d'une même pensée sur ce qui est capital, les lois. À la fin, donc, nous avons l'éloge de la concorde et son produit bénéfique. Quelques mots donc sur cette concorde. Là, nous n'avons absolument rien d'original. Ce thème de la concorde, il suffit de parcourir un petit peu la littérature grecque pour voir qu'il est très fréquent chez les prosateurs du 5e siècle, chez ceux du 4e siècle. Je vous fais grâce de tous les noms, vous pouvez me faire confiance. Donc, on la trouve sans arrêt dans les discours, en particulier des poètes, mais aussi, et même encore plus, des prosateurs, discours politiques, discours judiciaires, ainsi de suite. Et donc, c'est d'autant plus intéressant, on revient toujours finalement à la politique au sens large du terme, donc nos Grecs, qu'ils soient poètes ou orateurs, louent la concorde, se sont plus à la louer, et quand on regarde l'histoire grecque, mettons l'histoire d'une cité donnée, mettons Athènes, eh bien Athènes est loin d'avoir vécu dans la concorde perpétuelle. Vous pensez à l'Athènes démocratique, mais l'Athènes démocratique a connu, le procès de Socrate le montre, mais pas seulement, toujours, on dirait aujourd'hui, une tension entre les partisans de l'oligarchie et les partisans de la démocratie, et a connu quelquefois donc des guerres civiles. Passons sur le détail. Je crois que cela doit faire allusion chez vous à des choses que j'ai déjà traitées. Si je passe maintenant à l'histoire de la Grèce, évidemment, l'histoire de la Grèce est rythmée par les luttes entre les cités grecques. Tout le temps, il n'y a pas une année, tout le temps, il y a des guerres entre les cités grecques. Donc, la réalité nous montre tout sauf la concorde. Et nous avons là donc un contraste étonnant, mais je ne dirais pas surprenant, entre les beaux discours sur la concorde et la triste réalité. Vous n'avez qu'à appliquer cela à notre société et vous verrez que rien n'a changé sur le sujet. Petite note sur le serment, ce texte nous apprend que dans toutes les cités grecques, on aurait juré de vivre selon la concorde. Bon, admettons, c'est pratiquement le seul témoignage sur le sujet.
je lis maintenant le 66C, pardon. La concorde, comme veut l'indiquer le mot lui-même, comprend en elle-même l'union, la communauté et la fusion d'un esprit semblable. Donc, en partant de là, on parcourt de la même manière les cités et les familles, et toutes les réunions publiques et privées, et tous les liens de nature et de parenté publics et privés. Et elle comprend en outre la communauté d'opinion de chacun avec soi-même. Lorsqu'en effet on est dirigé par un seul dessein, par une seule pensée, on est en accord avec soi-même. Tandis que lorsqu'on est en contradiction avec soi-même et que l'on raisonne de manière dissemblable, on est en dissension contre soi-même. Et celui qui persévère toujours dans la même opinion est en plein accord intellectuel. En revanche, celui qui est changeant dans ses réflexions et qui roule d'une opinion à une autre est instable et en guerre contre lui-même. Oui, ces quelques lignes, 66C, à mon avis, sont beaucoup plus intéressantes que le précédent discours, pour les raisons que j'ai dites, car il développe une idée, vous me direz, qui n'est pas originale, mais enfin, elle aussi, qui est assez à la mode aujourd'hui. Le précédent, le 66B, nous parlait de la concorde publique à l'intérieur d'une cité ou entre les cités grecques. Celui-ci nous parle de la concorde à l'intérieur d'un individu, ne traite que de cela. Et vous voyez, il multiplie les mots pour nous bien définir cette concorde. Vous voyez en ligne 2, cette concorde pour un individu, c'est l'union, la communauté, la fusion d'un esprit semblable. À partir de là, ce qui intéresse bien sûr l'auteur, bon, il y a les familles, oui, mais surtout l'individu. Communauté d'opinion de chacun avec soi-même. Et il va bien sûr distinguer celui qui est vraiment en communauté d'opinion avec lui-même et celui, je dirais, qui est en non-communauté, en dispute, en dissension avec lui-même. Donc nous avons là quelque chose de très intéressant. Bon, le développement est certes peut-être un peu rhétorique, mais qui nous invite à une réflexion sur nous-mêmes. C'est une façon de dire, de même que grâce à la concorde, les cités, comme il le disait tout à l'heure, deviennent très fortes, très prospères, et bien de même, pour chacun de nous, si nous faisons régner la concorde à l'intérieur de nous-mêmes, si nous sommes vraiment un, si nous ne laissons pas place à la dissension, à la dispute à l'intérieur de nous-mêmes, nous ne pourrons en tirer que du bénéfice. Voilà, je pense que vous avez là, avec ces quelques textes, un premier aperçu de la variété de la réflexion d'Antiphon sur tous ces problèmes humains. Je vous remercie de votre attention.